Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la campagne présidentielle se poursuit au Nigeria pour les candidats en lice. Le principal adversaire du président sortant Goodluck Jonathan reste Muhammadu Buhari, ancien général de l'armée nationale. La cité internationale de Conakry en Guinée a été inaugurée ce mercredi. Il s'agit d'un complexe immobilier qui entre dans le cadre de la nouvelle politique de logement du gouvernement. Et le Ghana rejoint la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les Black Stars se sont imposés face aux Équato-Guinéens au terme d'un match très mouvementé. Mais tout d'abord, un forum franco-africain s'ouvre ce vendredi à Paris, en France. L'événement est placé sous le thème de la croissance partagée. 4 chefs d'État du continent sont annoncés, ceux du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Kenya. Une dizaine de premiers ministres, 50 ministres et près de 500 entreprises françaises et africaines. Après le forum sur la paix et la sécurité en décembre dernier à Dakar, ce rendez-vous abordera cette fois les aspects de la coopération économique. Au Nigeria, les candidats à la présidentielle continuent leur campagne. Parmi eux, il y a Muhammadu Buhari, ancien major général de l'armée nationale. Âgé de 72 ans, il représentera le Congrès progressiste. Il est surtout le principal adversaire du président sortant Goodluck Jonathan. Kekeli Afeto. Au Nigeria, la course à la présidentielle du 14 février prochain est bien lancée, alors que le président sortant, Goodluck Jonathan, est le seul candidat du Parti démocratique populaire. Son principal adversaire est l'ancien président Muhammadu Buhari, candidat du Congrès progressiste. Qui est-il réellement ? C'est un monsieur qui arrive à la tête du pays le 31 décembre 1983, suite à un coup d'État. Il est ensuite lui-même renversé à son tour par un autre putsch qui a lieu en août 1985. Au cours de son règne, Muhammadu Buhari est réputé pour avoir mis en place un État policier qui a très fortement contribué à lutter contre l'indiscipline qui avait été instaurée par le chaos des années 90 dans le pays. Donc il a une parfaite maîtrise des arcanes sécuritaires du pays. Il connaît parfaitement l'armée, il connaît les dispositifs de sécurité nationale. Le Nigeria, première économie d'Afrique, entre en campagne présidentielle dans un contexte d'escalade des attaques de Boko Haram, groupe islamiste qui contrôle de vastes territoires du nord-est. Conscient de cette situation précaire, l'ancien général a fait de la menace sécuritaire et du renforcement de l'économie son cheval de bataille. Muhammadu Buhari part quand même avec une capacité de nuisance électorale importante, parce que le candidat en face n'est pas du tout populaire dans le pays. Il fait face à une impopularité qui est due aux échecs successifs enregistrés sur les théâtres d'hostilité, notamment la guerre contre Boko Haram. Il est impopulaire aussi compte tenu du niveau de vie des Nigérians qui n'a pas du tout changé, même si par ailleurs il y a des succès sur le plan macroéconomique qui ont permis de hisser le Nigeria à la première place des économies africaines. Aucun sondage indépendant ne permet d'évaluer la popularité des deux candidats, mais selon des spécialistes, le Congrès progressiste, qui rassemble 4 partis d'opposition, est un adversaire de taille pour le Parti démocratique populaire au pouvoir depuis 1999. Et sachez que des éléments du groupe terroriste Boko Haram auraient attaqué ce vendredi matin la localité de Bosso, située au Niger, à la frontière avec le Nigeria. Des témoins ont fait état de combats avec des troupes nigériennes et tchadiennes postées dans la région. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En Tunisie, le gouvernement proposé par le Premier ministre Habib Essid a obtenu ce jeudi la confiance du Parlement avec une majorité de 166 voix sur les 204 députés qui ont pris part au vote. Ce nouveau cabinet est une coalition dominée par le parti laïque Nida Tounes, mais incluant des membres de la formation islamiste Ennahda. Le président Béji Caïd Essebsi doit maintenant confirmer cette équipe ministérielle.
En République démocratique du Congo, la province du Katanga reste opposée au découpage territorial fixé par la loi adoptée le 12 janvier dernier par l'Assemblée nationale. Au terme de cette loi, le pays doit compter 25 provinces plus la ville de Kinshasa, comme le prévoit la Constitution, et le Katanga devrait être découpé en 4 nouvelles provinces. Écoutez Arthur Malou Mouchi, spécialiste de la République démocratique du Congo. Des voix qui s'élèvent dans certaines provinces, notamment la province du Katanga, pour dire que le découpage tel que prévu par la Constitution actuellement en vigueur, Constitution promulguée en 2006, ce découpage-là ne va pas aider le pays à décoller sur le plan économique, parce que le Katanga sera scindé en 4 morceaux. Le Katanga, qui est sur le papier la province la plus riche du pays, considère que ce sera une manière de l'affaiblir. Et deuxièmement, il y a le fait qu'il y a un débat sur les capitales, les nouvelles provinces. Mais il faut noter que c'est une démarche irréversible, parce que la Constitution qui est en vigueur a été adoptée en 2005 par le peuple congolais. Il y avait un référendum et donc ils ont dit oui massivement à ce texte-là qui a été promulgué en 2006. Donc il n'y a pas moyen de faire machine arrière. En Guinée, la cité internationale de Conakry appelée Plaza Diamant a été inaugurée ce mercredi. Il s'agit d'un complexe immobilier qui doit permettre de répondre aux besoins croissants de logements dans le pays. Sur 20 hectares en construction, une grande partie est déjà occupée par des immeubles et des villas individuelles. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Une cité moderne pour un habitat décent et convenable aux Guinéens. Le quartier bâti sur 20 hectares est baptisé Plaza Diamant. Il comprend 31 villas individuelles et une centaine d'appartements. Une initiative qui devrait permettre de répondre aux difficultés d'accès au logement en Guinée. On veut changer la physionomie de la Guinée. Tout ce que tu vois en Europe ou en États-Unis, si tu viens en Guinée, tu trouves la même chose. Pour donner la meilleure qualité de vie aux citoyens guinéens. C'est pour cela qu'on s'est sacrifié, on a fait tant d'investissements en Guinée. Avec un investissement de 12 milliards de dollars, la cité Plaza Diamant, située au centre mutuel de Kipé, en banlieue de Conakry, est présentée comme le plus grand projet d'urbanisation et de promotion immobilière du pays. L'annonce de la mise en vente des appartements et villas a attiré de nombreux curieux comme Ibrahima. Sa bourse ne lui permet cependant pas de s'offrir un logement dans ce complexe multifonctionnel. De l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est la première fois en Guinée. Il faut encourager telle chose, investissement. Mais après, compte tenu du niveau de vie des Guinéens, avec le coût, ça ne sera pas accessible à 100% selon moi. Les prix annoncés pour l'achat des villas varient entre 600 000 et 1 million de dollars américains. Et il faut compter au minimum 150 000 dollars pour un appartement. Les initiateurs du projet envisagent d'impliquer les banques pour faciliter un meilleur accès des fonctionnaires à ces logements. Une démarche soutenue par le président Alpha Condé, engagé à reconstruire la Guinée. Nous avons des projets pour transformer Kaloum et faire déménager les gens de Kaloum dans des maisons sociales. Ça ne fait que préfigurer ce que la Guinée, Conakry de demain va être, la Guinée de demain va être. Dans les 5 ans à venir, presque tous les quartiers de la Guinée seront comme ici. 2 autres cités du type Plaza Diamant seront construites à Lambaye, en banlieue de Conakry, et à Kaloum, au centre-ville. Le projet va prendre en compte prochainement des villes de l'intérieur du pays pour un meilleur accès des populations au logement. Du sport à présent, et le Ghana qui rejoint la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les Black Stars se sont imposés 3-0 face aux Équato-Guinéens. Un score sans appel, mais le match aura été très mouvementé. Paul de Singwe et Aminata Diak. Le Ghana rejoint la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Black Stars ont battu la Guinée équatoriale en demi-finale 3-0. À la 42e minute, sur une faute du gardien Ovono, Jordan Ayew obtient un penalty et ouvre le score pour le Ghana. 4 minutes plus tard, à l'issue d'une belle combinaison, Ouagadougou creuse l'écart. Alors que le Zalang national essaie de revenir au score sans jamais y parvenir, André Ayew bénéficie d'un centre en retrait et crucifie le gardien Ovono. 3-0 pour le Ghana. Les espoirs de qualification pour la Guinée équatoriale s'envolent. Les supporters s'énervent. L'arbitre arrête la rencontre. Quelques minutes plus tard, le match reprend, mais le score, quant à lui, restera le même à la fin de la rencontre. 3-0 pour le Ghana. Comme on pouvait s'y attendre, le Ghana a dominé son adversaire de la tête et des épaules, tant au plan tactique que technique. Les meilleurs éléments de cette équipe de la Guinée équatoriale, Balboa en particulier, très en vue contre la Tunisie, a été
vraiment étouffé, on peut le dire, peut-être par fatigue, peut-être aussi parce que les Ghanéens le surveillaient d'assez près. Quoi qu'il en soit, on a rarement vu les Équato-Guinéens menacer le but du Ghana. Dans les grandes foules, il y a toujours ce genre de phénomène de risque en quelque sorte. Les gens pris individuellement sont généralement placides, tranquilles, calmes et sympathiques. Mais en très grand nombre, les dérapages peuvent survenir. C'est ce qui s'est produit lors de cette rencontre entre la Guinée. La Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo joueront pour la 3e place et la Côte d'Ivoire affrontera le Ghana en finale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.